Salut, c'est Étienne, agronome et rédacteur au Coopérateur depuis 2007. On est le 18 février, je viens d'arriver au BMR à Quaticook. C'est là que Gérald Boivin, un expert conseil de Vivaco, a son bureau. Je viens donc rencontrer Gérald, mais surtout, je m'en viens rencontrer ses deux nièces, Kayla et Sabrina Boivin, de la ferme Juor. La ferme Juor, elle est bien connue en Estrie et au Québec. C'est une ferme vraiment super efficace. Elle est au 9e rang pour l'indice de performance du troupeau. Les vaches des Boivin produisent en moyenne presque 3 kilos de gras et de protéines laitières chaque jour. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup de vaches avec les filles. On va surtout parler de la maison des vaches parce que Sabrina et Kayla ont un projet de nouvelle étable. Donc, on s'en vient jaser de ça. Bonjour, moi c'est Kayla Boivin et je suis productrice de lait à Quaticook. Moi c'est Sabrina Boivin, je suis productrice de lait à Quaticook. Gérald Boivin, expert conseil pour Solio Vivaco à Quaticook. Moi je suis l'oncle à Sabrina et à Kayla. Sabrina c'est ma filleule aussi. Moi, je suis bien choyée. Oui. Combien vous avez de vaches? Sur combien de sites? Présentez-moi la ferme, un peu les données de la ferme. Là, on a 155 vaches en lactation pour un troupeau d'environ 300 têtes. On a un quota de 246 kilos présentement. On produit sur 2 sites. Dans le fond, le premier site, c'est toutes nos vaches en lactation. Puis notre deuxième site, il y a toute notre relève, puis nos vaches taries. Les propriétaires de la ferme présentement, de la ferme Juor, c'est Serge Boivin et Annie Lévesque, donc les parents de Sabrina. Il y a aussi mon père, Régent Boivin, qui est le bras droit de l'entreprise. Et il y a nos 3 travailleurs étrangers. Et moi, Sabrina, qui est la relève. Là. L'étable actuellement, l'étable des vaches, a combien d'années? L'étable des vaches en lait a été construite en 1974. Rénovée quelquefois? Il y a eu des rallonges qui ont été faites à l'étable. Là. En fait, il y en a eu au moins 2. 2 rallonges. Dans le fond, on a agrandi l'étable par les 2 bouts, puis de chaque bout, il y a des pentes. C'est comme plus possible d'agrandir. Ou faudrait faire du remplissage pas mal pour continuer à grandir, mais je pense que ce serait mieux d'investir dans une nouvelle étable. Est-ce que c'est une étable qui est encore bonne, qui a encore une durée de vie utile, intéressante, ou elle est en fin de vie? Je pense que ça fait partie un peu de vos discussions actuellement. Pour l'étable, c'est une étable dans le fond qui peut servir pour la relève là, après la construction du nouveau projet. Oui, du moins l'agrandissement. Mais l'étable de 1974, c'est sûr qu'elle commence avec des huîtres. Dans le fond, elle se trouve entre les 2 agrandissements. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y a encore place à faire quelque chose, là, mais on parle surtout de garder l'agrandissement. C'est sûr que pour suivre le bien-être animal, on peut aller avec les animaux en stabulation libre de ce côté-là. Sinon, aussi pour le bien-être pour nous, pour le travail, c'est beaucoup plus facile de travailler en stabulation libre que de dire qu'on va déménager les animaux en licou. Puis il faut se dire aussi qu'on est 2 jeunes femmes, donc on a une très bonne, on a des bonnes têtes, mais niveau physique, faut prendre ça en considération aussi. Là, je veux dire, les vaches sont plus pesantes que nous. Là. Qu'est-ce qui est important comme c'est là, c'est que tout va changer parce que présentement c'est un étable attaché. Juste au niveau du système de traite, le choix s'en va vers la robotique, si ça n'a pas changé. Puis, avant les fêtes, on a déjà fait une rencontre avec mon collègue René Boisvert chez Solio, une rencontre avec Sabrina, Kayla, Annie, Serge, Régent, pour déjà un peu les initier au niveau du terme robotique, puis de regarder la situation actuelle de la ferme, les performances, puis de projeter un petit peu en robotique qu'est-ce que leur performance serait aussi. Actuellement, les performances sont quand même très bien au niveau de la ferme. Puis c'est juste une prise de conscience en même temps que du jour au lendemain, en tombant en robotique, il n'y aura pas une augmentation de 15% de la production parce qu'actuellement, ils sont déjà à 3 traites. Ce qu'on a fait
on a commencé à leur demander c'était quoi leur objectif. Parce que les objectifs, est-ce que c'était de conserver la production qu'il y avait là? Bien sûr que oui. Puis d'augmenter. Mais à partir de là, nous, on a regardé à choisir des fermes qui correspondaient aussi à un peu leur objectif, là, de partir au moins au même niveau là, de production, là, parce qu'avec un nouvel investissement comme ça, c'est clair que faut faut produire le quota, malgré un changement d'état, puis qu'on va vivre des situations aussi peut-être dans la sélection des vaches qui seront peut-être moins adaptées aux robots par rapport à leur vitesse de traite, tout ça. Fait que c'est tout ça finalement là, qu'on a jasé puis qu'on a fait prendre conscience à toute l'équipe de la ferme Girard de tous ces points-là, bien importants. L'année passée, en 2024, dans le fond, c'était pas mal nos premières visites de ferme. On a été approchés par de Laval pour aller dans le coin de l'Ontario. Donc, on a visité au total 4 entreprises, dont des robots, des salles de traite et carrousel. Je pense qu'il faut visiter plusieurs étapes laitières pour se faire un peu l'idée aussi. Puis, ce qui est important aussi, c'est de jaser avec les producteurs. Puis jaser leur expérience, de jaser ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné aussi. Ça, c'est un point bien important. Puis c'est un peu pour ça qu'on travaille à faire des visites aussi, pas nécessairement de groupe, mais de se déplacer juste l'équipe Girard pour être capable d'avoir, dans le fond, un meilleur échange avec les producteurs. C'est quand la première pelletée de terre? On est loin de ça encore? Ou... Bon, on n'est pas si loin, en fait. Je pense que ça peut arriver très vite, là, mais nous, on s'est dit qu'on se donnait 3 ans. Ben, on se donnait 3 ans, dans le sens où si ça ne fonctionne pas dans 3 ans, on va être capable d'attendre 1 ou 2 années de plus, là, mais c'est ça, on vise à peu près 3 ans. Puis d'ici là, ben, c'est ça, c'est de faire des visites de ferme, puis de se faire une idée sur ce qu'on veut, mais aussi de préparer nos vaches dans la génétique. C'était quelque chose qu'on avait jasé par rapport à la vitesse de traite, faire des choix de génétique au niveau déjà de prendre l'avance là-dessus. Oui. Aussi avoir des bons pieds et membres, c'est important. Les 4 rayons qui soient bien positionnés. Nos génisses qui veillent dans 3 ans vont être prêtes à donner du lait. Où est-ce que vous pensez l'installer, cette étable-là? Y a-t-il des contraintes de pente ou d'orientation? On a rencontré Christian Lemay de Lemay-Chouanière et justement, on a pu discuter de l'emplacement idéal pour la prochaine étable. Donc, on avait soit pensé à l'arrière de nos bunkers, mais qui se trouve un coin humide, si je me trompe pas. Sinon, on avait pensé à côté de notre fosse principale, sauf qu'il y a une contrainte comme quoi qu'il va falloir beaucoup de remplissage pour pouvoir avoir une bonne pente au niveau de la fosse. On avait discuté aussi proche de notre étable des tares présentement, où est-ce que notre élève. Sauf que la contrainte qu'il y a des zones à respecter selon les maisons autour. On avait aussi parlé de l'emplacement qui est en face de la Grange des Tares, qui est présentement, c'est un terrain en culture, donc une prairie, mais avec beaucoup avec du roc, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était l'emplacement idéal selon nous, puisque c'est fait en hauteur, donc aussi niveau ventilation, ça va être favorable pour le troupeau. Bon, on s'est rendu compte que c'était moins facile qu'on pensait de trouver un emplacement pour un nouveau site. Puis encore là, où est-ce qu'on a choisi de la mettre finalement, il y a encore une contrainte, c'est juste que c'était la meilleure place où la mettre, mais dans le fond, ma sœur jumelle, elle habite en ce moment dans une maison, puis elle voulait peut-être en devenir la propriétaire, mais là, si on met une étable proche de cette maison-là, ben faudrait qu'elle soit actionnaire de la ferme pour en devenir la propriétaire. Fait que c'est ça. C'était ça notre contrainte, là. Pour ce qui est de la disposition intérieure de l'étable, il n'y a rien de décidé encore. Les visites de ferme vont servir à ça, à se faire une tête là-dessus, parce qu'il y a tellement de choix possibles.
Est-ce que ça vous insécurise? Tu sais, ça va être des gros investissements, il va falloir que ça paye, il va falloir que vous mainteniez vos performances. C'est pas un secret, là. Les fermes ont toujours été endettées, là, je pense. Là. Puis on a besoin de ça pour faire des investissements. Puis j'ai toujours vu mes parents aussi investir, puis être endettés, puis à réussir à très bien s'en sortir. Là. Je pense qu'il faut juste être réfléchi, puis minutieux dans nos investissements, mais sinon, c'est ça. Je trouve pas que ça fait peur. Je trouve au contraire que c'est des beaux projets, c'est challengeant, puis ça nous permet d'avancer. Ce qui permet aussi, je pense, de faire ça aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail à baisser l'endettement de la ferme. Juste les rallonges, finalement, qu'on parlait tantôt de l'étable, c'est qu'il n'y a pas eu de changement non plus majeur dans le système de traite. Puis il y a toujours eu de l'investissement de fait sur le quota. Fait que ça a permis, je pense, d'avoir une bonne santé financière d'entreprise aujourd'hui qui rouvre grand les portes à ce beau projet-là. En ce moment, on a 3 travailleurs étrangers à temps plein. Mais c'est sûr qu'on a opté pour la robotique pour justement, on veut diminuer notre charge salariale. C'est sûr qu'on y pense, là. Mais en fait, il va falloir diminuer notre charge salariale, là. Sinon, on peut pas y arriver avec le même nombre de salaires, là. C'est sûr que non. Ben, c'est ça qu'il faut spécifier aussi que notre entreprise, c'est ça, on paye beaucoup de salaires, mais on a comme objectif d'avoir quand même une vie familiale autre que l'entreprise. Donc, tu sais, d'avoir une fin de semaine sur 3 de congé, que ce soit que lorsqu'il arrive un petit pépin ou quoi que ce soit. Tu sais, on peut quitter l'entreprise, on est une bonne équipe, on va pouvoir s'appuyer, on va pouvoir s'entraider. Est-ce qu'il y a des projets de famille aussi qui s'en viennent en même temps que de penser à construire une nouvelle étable? Puis c'est-tu un double défi, là? On est toutes les deux en ce moment à l'étape de fonder des familles. Ça rajoute un challenge de plus avec tous nos projets de nouvelles constructions puis tout ça. Mais on est très bien entourés, puis je pense que c'est ça le secret. Je pense qu'on peut y arriver. Là. On est prête pour ça, en fait, là, c'est tout réfléchi. Là. Combien vous avez visité d'étables jusqu'à présent? On a visité une dizaine d'étapes à peu près. On se sépare ça. Des fois, c'est mon père qui y va avec Régent, mon oncle. D'autres fois, c'est moi et Kayla, on y va ensemble. On se sépare les visites comme ça. Puis après ça, on se rencontre tous ensemble. Puis on se fait un petit résumé des visites. Là. Puis on réalise qu'on commence à avoir une bonne tête. Là. On a sorti une feuille pour certaines données robotiques, là, le nombre de traites, la production moyenne, le nombre de passages, vitesse de traite, juste pour qu'ils puissent faire un petit résumé puis prendre les mêmes informations dans différents systèmes aussi informatiques, là, parce que ça peut être des compagnies au niveau du système de traite qui sont différentes, puis juste pour aller chercher ces données-là, parce que c'est des données, finalement, qu'après ça, ça va devenir le langage futur en production. Puis, dès qu'on a terminé nos visites qu'on va avoir faites ensemble, on veut se refaire une rencontre pour faire un petit peu un wrap-up de ça, puis devoir les aider un petit peu, les éclairer dans leur décision. C'est une chance qu'ils sont là parce que ce langage-là, le nombre de passages au robot, c'est pas un langage qu'on utilise présentement. Là. On a des vaches attachées. Là. C'est ça, c'est important qu'ils soient là parce que il y a plein de termes qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais qu'on va utiliser demain. Là. C'est quoi la réception des producteurs laitiers quand vous arrivez? Est-ce qu'ils sont communicatifs et c'est des livres ouverts? Ben, en fait, justement, avec les visites qu'on a été avec Gérald et ton collègue, René, c'était tous des agriculteurs qui étaient super contents de nous recevoir. Puis on avait même la difficulté à quitter de leur entreprise. Là. On avait du retard. Là, tu sais. Mais non, c'était super intéressant. Puis ils étaient contents de nous voir. Puis ils nous en disaient des choses. Là. On avait la tête bien pleine à la fin de la journée. Là. Ça a l'air de rien, mais chaque agriculteur, ils ont leur façon de fonctionner, leur façon de travailler, puis ils ont leur propre mentalité. Puis chaque chose, chaque façon de faire de leur entreprise amène des résultats finalement. Là.
Donc, c'est de comprendre leurs résultats en façon de tout ce qu'il nous a dit à la toute fin, là, qui est bien intéressant. Ouais, les meilleurs producteurs, c'est ceux qui n'ont pas de filtre. Oui. C'est ceux qui parlent, qui disent tout. Mais c'est vrai, parce qu'on apprend, c'est pas croyable, là, on sait que c'est les vraies choses qui se sont dites, là. Fait que c'était vraiment intéressant. Donc, on a fait vraiment des belles visites, là. Ouais. Très bien reçu. Ouais. Pensez-vous que vous allez ouvrir vos portes, vous aussi, dans 5 ans? Ben, c'est sûr, moi, j'aimerais qu'on reçoive comme qu'on a été reçus, là, c'est sûr. Donner au suivant. Ouais. Si on peut aider du monde à prendre là, des bonnes décisions puis pouvoir avancer aussi, comme nous, on est capable de faire présentement grâce à eux, ben, on va le faire. Là. C'est ce qui conclut cet épisode du Coopérateur audio en compagnie de Kayla et Sabrina Boivin de la ferme Juard et de l'expert conseil Gérald Boivin de la coopérative Vivaco. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec Spotify, Apple Podcast et YouTube. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire, un cœur ou un pouce en l'air. Bref, laissez-nous un avis, on aime toujours ça vous lire. C'était Étienne Gosselin et je vous dis à la prochaine. Capsule 5. Changement de cap. La période 1957-1975 est caractérisée par des transformations radicales dans le monde rural. Le nombre d'exploitations agricoles diminue drastiquement et leur valeur moyenne connaît une hausse fulgurante, passant de 17 000 $ à tout près de 200 000 $. Le gouvernement québécois, qu'il soit libéral ou Union nationale, accompagne ces changements et illustrant que l'agriculture transcende les lignes de parti. C'est une composante clé du modèle québécois de développement. Ainsi, durant le règne libéral de Jean Lesage, on double les fonds alloués aux prêts agricoles. Et en 1967, le gouvernement unioniste adopte la loi sur l'assurance récolte, accessible à un nombre croissant de cultures. Pendant ce temps, la population agricole recule. On va jusqu'à parler d'un exode rural. Le changement de garde que vit Saulieu avec le départ du duo Pinsonneau et Bois ne se fait pas sans soubresaut. En 1962, pour une rare fois dans le long parcours de l'organisation, les résultats sont écrits à l'encre rouge. J. Arthur Courteau est appelé à la barre de l'organisation pour orchestrer un redressement. Outre un plan de rationalisation incluant la suppression de postes, Courteau encourage le remplacement d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Agriculture par de nouveaux employés provenant du privé, voire de la concurrence, ce qui insuffle un vent de renouveau. Saulieu sera présidé de 1969 à 1980 par Roland Pigeon, éleveur de bovins de race pure Ayrshire, à Verchères. À l'instar de Pinsonneau, il multiplie les engagements, présidant notamment sa coopérative locale, mais également la Fédération canadienne des producteurs de lait et la Société des éleveurs d'Ayrshire du Canada. Sur le plan opérationnel, dans les circuits d'écoulement, on fait affaire avec des chaînes d'épicerie telles que Steinberg, qui vend plus de 100 000 poulets par semaine. Si le secteur avicole se porte bien, celui de la production des œufs enregistre un recul. Un plan conjoint est adopté en 1966 pour limiter la production et de nombreuses coopératives ont délaissé la production des œufs en 1975. À l'affût de pratiques innovantes dans le milieu agricole, en 1966, Saulieu s'affilie à Cooperative Research Farms qui mène des recherches à l'avant-garde de la nutrition animale. Fait à noter, cette coopérative encourage une approche participative de ses membres qui compte également des coopératives d'autres provinces du Canada, d'États américains et même de la France. L'évolution de la technologie agricole est un autre trait de cette période. Cependant, plusieurs producteurs restent fidèles aux chevaux et doutent de la valeur ajoutée de la machinerie. Saulieu ne détient que 10 % des parts de ce marché au milieu des années 1960. Dans les années 70, les équipements à foin Eston et l'équipement pour ensilage de la marque québécoise Dion sont commercialisés. Les faucheuses conditionneuses représentent 40 % des ventes de Saulieu en 1975. En 1958, l'organisation met aussi le pied dans le secteur du pétrole par une série d'acquisitions, de ce qui deviendra Sonic, avec en 1974 un réseau de distribution de pétrole qui compte 58 coopératives, 12 centres fédérés et 75 gaz-bars.